Majordome pince sans rire, dans le dédale des couloirs de service menant au boudoir, petit salon et bibliothèque de l'hôtel particulier des Fashion World, intimidé, découvrant la magnificence entreaperçue par les portes entr'ouvertes des tissus d'ornement, la finesse des bois sculptés de meubles précieux et délicats, la profusion des tableaux et des objets d'art anciens, Céline est reçue par Madame Apolline Iris Fashion World en personne, comtesse de Lippognac, épouse aquitaine de Lord Jean-Charles Frédéric Fashion World, grand couturier britannique installé à Londres, est venu conquérir Paris, alors que la bourgeoisie d'affaires, enrichie sous le Second Empire par l'essor des chemins de fer, le développement de l'exploitation industrielle et la spéculation foncière, avide d'un luxe arrogant de fastes symboliques et de festivités somptueuses à l'image de sa réussite sociale, permit d'y inventer cette nouvelle manière de créer de riches vêtements raffinés, originaux, la haute couture, et d'imposer au monde la capitale de ce que les milieux chics nomment à présent la mode. Céline ose à peine poser le bout des fesses au bord du canapé central que lui désigne Madame la Comtesse, une grande et belle femme sans âge dont on devine toutefois la jeunesse déjà passée, bien que la rudesse des travaux confiés à d'autres lui ait permis de conserver les traits d'une finesse admirable. C'est la comtesse qui parle. Maître Ubaldino, le grand peintre de Montparnasse, ami de Henri de Toulouse-Lautrec, ne tarit pas d'éloges vous concernant, mademoiselle. Et je dois avouer qu'à bien vous regarder, chacun peut le comprendre. Mais si la mine n'est certes pas sans importance, elle n'est point, loin s'en faut, la première qualité recherchée. C'est une jeune femme dont l'attachement à ma personne ne peut reposer que sur la volonté de se consacrer totalement, avec application, constance et zèle, et la plus grande discrétion, à la bonne exécution des tâches domestiques quotidiennes. Du lever, dans mes appartements privés, au service des collations et repas, à toutes heures, et la participation régulière aux travaux d'office, lors des banquets, donnés dans notre grand salon des réceptions, menant souvent fort tard, sans que vous ayez à courir les rues la nuit, libéré de votre charge, car vous disposerez d'une chambrette, à vous seul réservée à l'étage, dans laquelle je vous demanderai de ne jamais recevoir qui que ce soit, y compris bien sûr à l'occasion des quelques heures de liberté que parfois je vous accorderai à ma guise. En sus des 60 francs de gage que vous pourrez économiser chaque mois, étant nourri, logé, vêtu et blanchi par mes soins sans qu'il vous en coûte, étant également entendu qu'il n'est pas du tout souhaité que vous puissiez entretenir des relations extérieures suivies, y compris familiales ou amicales, ou de toute nature, exigeant trop de sollicitude et propres à détourner votre attention et vous perturber l'esprit dans votre travail. Que les hommes, et a fortiori l'arrivée inattendue d'un enfant, vous ferait perdre instantanément. Si ces conditions vous agréent, je chargerai Georges de vous conduire sur le champ à votre chambre. Nous vous fournirons du linge, un change supplémentaire, et vous me rejoindrez ici, en tenue de ménage, pour recevoir vos premières instructions, dont nous jugerons l'application au pied du mur.
Céline est engagée. Nous sommes là quelque temps plus tard. Étage réservé au personnel, mais je n'ai plus de son, je crois. Si, vous m'entendez quand même? Oui. Ok. 2,5 mètres au carré chacune, sans lucarne, sous les toits pendus d'ardoises apparentes, l'alignement des chiens assis éclaire côté couloir. L'enfilade des 12 portes de bois gris sale de ces carrés aveugles, refermés sur la seule intimité réservée aux domestiques, partageant les craquements de plancher au moindre déplacement, les éclats de voix, mais aussi les chuchotements de confidences alimentant les rumeurs, les crissements de paillasses des agitations nocturnes, les chuintements, les vents contenus et les clapotis des vases de nuit, les sanglots longs de Claudine si souvent entre deux cauchemars, les ronflements des cochers, l'écoulement du brodeau glacé l'hiver, chaude, quand le soleil darde ses rayons sur la toiture brûlante, juste au-dessus des corps en sueur que rien ne saurait rafraîchir, pas même cette eau clapotante versée dans la cuvette en étain posée sur une simple console clouée dans la cloison en planche. Aujourd'hui, le temps du repos est bercé du conciliabule feutré de Madame Françoise, le cordon bleu de la maison, avec Claudine, la femme de chambre de monsieur. T'as encore cauchemardé la nuit dernière. Vous le savez bien, chaque fois c'est pareil, j'y peux rien. Toujours le même rêve. Encore ton fils? Chut, je le vois au loin. Je lui demande pourquoi il est resté si longtemps sans venir m'embrasser. Il me dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et quand il s'approche, son visage est vide et éclairé de l'intérieur. Alors je me réveille en pleurs. Écoute, Claudine, il faudra bien te faire une raison. T'es quand même pas la seule à n'avoir pu faire autrement. En le confiant aux enfants assistés, tu lui as évité le pire. Mais tu savais bien que plus jamais tu ne le reverrais. Chut, chut, Madame Françoise, si quelqu'un entendait. Ne crains rien, il n'y a personne. Seulement Céline, la Céline. Et tu sais bien que c'est une tombe. Mais où est venir quelqu'un? Coucou, je voulais vous le dire, je vous dérange pas tout de même. Céline reconnaît la voix et l'accent de Rose, au timbre paraissant plus enfantin quand on ne voit pas ses larges épaules de blanchisseuse repasseuse, percheronne et levée du côté de Nogent et faisant oublier qu'à tout juste 15 ans, elle est la plus jeune des gens de la maison. Mais non, entre donc. J'ai trouvé un beau coin pour sortir le dimanche quand il fait soleil à prendre l'air de la campagne. Où ça, ma Rose? Il faut que tu ailles jusqu'à la barrière d'enfer. Là, tu prends le train. C'est 9 sous, aller-retour, de Paris jusqu'à la gare d'Arcueil-Cachan. Tu vas sur un pont de fer qui passe dessus les Fortifs, et puis t'arrives dans un patelin au pied d'un pont géant tout neuf, construit au-dessus d'un vieux comme dans le temps des Romains. Il y a même une belle mairie toute neuve aussi. Et là, tu vas jusqu'au moulin de Cachan à travers les champs et les étendoirs des blanchisseurs au bord de la rivière. Bah, ça ne change pas de la semaine, dis donc. Mais tu ne serais pas en train de chercher du travail tout de même? Ah, il se dit qu'il y a plus de 1000 filles blanchisseuses à trimer là. Mais je préfère mon bateau lavoir, c'est moins l'usine, même si Madame la Comtesse me botte souvent les fesses. Comment ça? Dame la Comtesse te botte les fesses? Dame donc, je rigole, c'est une manière de causer.
Elle râle bien souvent, mais c'est surtout Monsieur Fashion World qu'on a plus après moi, vu que je suis trop jeune à me faire tout ce qu'ils voudraient, même si je leur coûte pas cher. Le temps a passé. Nous sommes au premier jour du mois de mai, et comme cela s'était déjà produit pour la première fois l'an dernier, presque partout des ouvriers, des ouvrières aussi, avaient manifesté publiquement devant les mairies ou les préfectures, portant leurs revendications de la journée de 8 heures et d'une véritable législation du travail qui mettrait fin aux abus des patrons. À Marseille, Saint-Quentin, Lyon, Bordeaux, Charleville, Nantes, à Paris bien sûr, et dans tant d'autres villes, ils furent brutalement assaillis, chargés sauvagement par la gendarmerie, la police et l'armée mobilisées. Enfin, ça c'est ce qu'en disait Rose lorsqu'elle rentrait le dimanche soir d'Arcueil-Cachan, où elle avait eu à connaître un beau garçon, paraît-il, entiché d'elle et du syndicat. Car, d'après les propos échangés par ces messieurs, les amis de monsieur, remontés contre les socialistes et les anarchistes, on ne pouvait tout de même pas laisser les ateliers et les boutiques se vider, les rues et les places regorgées d'employés s'endimancher en semaine, occupés à protester au lieu d'aller travailler. Toutefois, Céline avait bien entendu quelques invités d'un soir. Elle ne les a jamais revus, s'offusquer de ce qu'ils disaient être néanmoins une terrible boucherie de gens pacifiques qui n'avaient en rien troublé l'ordre public. C'est pourquoi elle se joignit à tous les gens de la maison rassemblés, debout au dernier étage, autour de Rose, racontant un dimanche ce qu'elle avait appris des événements de Fourmi. Ce jour-là, malgré la menace des fabricants de licencier tous ceux qui se serraient le travail, les ouvriers en habit de fête se réjouissaient du magnifique rayon de soleil qui les accompagnait, si nombreux. On n'avait jamais vu tant de monde en famille circuler dans les rues, chanter et crier « c'est les 8 heures qu'il nous faut ». Cependant, la gendarmerie à cheval avait chargé et déjà procédé à de nombreuses arrestations. Lorsque la foule, devenue coléreuse, arriva sur la place du marché, où l'attendait tout un régiment de soldats, tous armés, pour essayer une toute première fois le tout nouveau fusil Lebel à poudre sans fumée. 9 balles en tout, une dans le canon, 8 en magasin. Le porte-drapeau rouge s'avance en tête du cortège, les plus jeunes manifestants s'énervent, la foultitude pousse, l'armée recule, le commandant gueule « Feu, feu, feu rapide !» Ils ouvrent le feu sans même respecter les sommations réglementaires. Moins d'1 minute. Combien de temps aurait duré le carnage si le curé n'était pas sorti en hurlant « Assez de victimes !» Les 4 jeunes filles venaient d'avoir 17 et 20 ans. 2 enfants allaient à l'école, 2 jeunes camarades conscrits de l'année et un ouvrier d'à peine 30 ans. 9 morts, 35 blessés tombés sous les balles du 195e régiment. Le petit ami de Rose prétend que l'enquête sur la tuerie de Fourmi a été enterrée par le gouvernement, craignant de désigner à la population horrifiée les vrais coupables de l'hécatombe, et de révéler les nombreux cas de soldats désobéissant aux ordres de fusillade.
Il dit que des sous-officiers du 84e, appelés en renfort, refusèrent de faire feu. Un homme de la troupe du 145e, pour ne pas savoir attirer, fut jeté par terre par son officier, revolver au poing. « Ma mère, je vois ma mère, là, dans la foule !» aurait crié le bidasse affolé. Georges avait conclu. Une enquête introduirait l'indiscipline par l'exemple dans l'armée et conduirait sans doute les soldats, enfants du peuple, à retourner plus souvent leurs armes contre ceux qui ordonnent les massacres. Pétrifié, chacun ce soir-là rejoignit sa carré sans un mot, et les premiers ronflements, tardifs, indiquèrent combien il avait été long de trouver le sommeil. Le lendemain, les bruits effarants couraient à l'office. Personne ne pouvait dire d'où venaient ces rumeurs, ni ce qu'il en était réellement. Tout juste après-midi, monsieur, particulièrement irritable, malgré le calme apparent qu'il aurait voulu afficher, convoqua tout son petit monde inquiet dans le grand salon. Il attendit un long moment, les yeux le plus souvent dans les souliers, face à l'Assemblée, raide et muette, échangeant quelques œillades interrogatrices. Madame la comtesse, visiblement embarrassée, l'avait rejoint, debout à ses côtés. Il se racla la gorge avant de parler, sans jamais lever les yeux. Rose nous a quittés ce matin. Depuis quelque temps, nous étions bien inquiets pour elle. Nous sommes toujours si soucieux de la santé et du bien-être des gens de notre maison. Mais ces fréquentations détestables ne pouvaient que lui attirer des ennuis. Elle se fait laisser corrompre par un très mauvais garçon au point de risquer d'entraîner avec elle sur une pente extrêmement dangereuse. Et il releva la tête et balaya d'un regard circulaire l'assemblée. De braves gens courageux et honnêtes qui, eux, n'ont fait que l'écouter sans penser à mal. Alors voilà, nous espérons que le résultat de son déplorable exemple servira de leçon à chacun. Et les yeux replongèrent à la recherche des boîtes de ses chaussures et de conclure. Il ne lui reste plus qu'à aller demander du travail à son syndicat. Nous ne saurons jamais qui cafarda ce jour-là. Les regards se croisèrent, indéchiffrables. Les confidences de mansarde se firent bien sûr plus rares. Les messes basses encore plus basses. Le travail plus grave et silencieux. Quelque temps plus tard, Céline a décidé d'aller passer ce dimanche à la campagne. Elle a préparé un panier de déjeuner sur l'herbe et pris le train à la barrière d'Enfer. Rose avait vanté la promenade qui va de l'aqueduc d'Arcueil jusqu'au moulin de Cachan. Après le bout de fer par-dessus les fortifs, le soleil s'est levé là-bas, dans un coin de Paris. Il peint quelques traînes filandreuses d'un blanc nuageux, décidé très haut sur un aplat de ciel bleu clair, prophétisant une journée de printemps lumineux. Le train réduit l'allure à l'approche de la gare, surplombant la vallée, tant chantée des poètes. La locomotive tout saute en crachant des paquets de vapeur, blasée et fatiguée de ses allées et venues répétées entre Sceaux et d'Enfer. Elle tire péniblement ses 4 voitures de bois, bondées de familles parisiennes endimanchées, chargées de paniers de victuailles, fleurant la cochonaille, enfants rementent entre les bancs, groupes d'amis bavards et rigolards, le verbe plus haut que d'ordinaire,
Jeunes gens lorgnant les filles enjouées aux œillades complices, tous excités à l'idée de courir dans les prés. Bande de compères chantant parfois en vers. Je vois Arcueil cachant dans la vallée son aqueduc romain, genre nouveau. À son aspect, mon âme émerveillée lui dit « Salut à toi, grand porteur d'eau à seau !» Tous les regards, extasiés, se tournent vers le même côté de fenêtre. Le chemin de fer passe sous l'une des premières arches de l'immense pont de Meulière, là où l'aqueduc prend appui au sommet du coteau avant de s'élancer à travers le vallon, à grandes enjambées arquées, au plus haut par-dessus la rivière, renvoyant tout au fond des éclats de lumière comme des clins de soleil amusés qu'elle adresse aux nouveaux arrivés. À l'extrémité de la gare, les groupes débarqués se pressent et s'étranglent au portillon, unique sortie sur le chemin de pierre longeant la voie de fer. De lourdes barres en U forgées, boulonnées, peintes en verre, grinçant dans les charnières, s'ouvrent dans une frêle clôture de lattes de bois taillées pointues et liées entre elles par une torsade de fil de fer. Les excités se calment et s'alignent devant la casquette étoilée du contrôleur et traînant fièrement, comme tous les jours du Seigneur, un bourgeron blanc éclatant, fraîchement lessivé, séché, étendu, à claquer dans le vent du versant descendant. Céline attend patiemment. La dernière a donné son billet. Elle suit de loin la procession des promeneurs, dévalant en débandade la rue du chemin de fer entre les aqueducs et le cimetière. Jusqu'aux limites d'un domaine sauvage, impénétrable et mystérieux, l'énigmatique manoir du fief des Arcs et sa chapelle délabrée, enfouie sous une verdure luxuriante parmi de grands arbres bicentenaires au pied du double pont se dressant au-dessus du Val, les arches de l'un surmontant l'autre, reliant les deux versants. Les vieux du bourg racontent que les soirs de brume, montant des bords de Bièvre, un effroyable géant s'assoit sur l'oratoire, les pieds posés sur les arcades, la tête perdue dans les nuages. L'apparition du sire de Malassie, on l'appelle ainsi tant sa position paraît bien incommode, annonce toujours la venue d'un malheur prochain et remplace avantageusement Croque-Mitaine dans les menaces des mamans faites aux enfants trop turbulents. Le premier des ponts aqueducs, celui de la reine Marie, est bâti de blocs de pierre blanche taillés dans les carrières d'Arcueil. Ses voûtes, toutes inégales, méprisent harmonieusement les règles de la symétrie. Séparées de murailles variables en longueur, elles servent d'assises aux arcs dominants progressant à pas réguliers entre les piles de Meulière de l'aqueduc Belgrand, dont on fêtera l'an prochain les 20 ans seulement. Arrivé au bas du coteau, à droite, le grand chemin de circulation départementale conduit par la campagne au village de Bourg-la-Reine. À gauche, en passant sous le pont, l'on peut admirer, au bout de la grande rue, entièrement pavée, bordée d'habitations, de boutiques et d'artisans, la nouvelle mairie d'Arcueil, imposante étrave d'un vaisseau de pierre sculpté, surmontée d'une haute hune de vigie à colonnade, surplombant la ville au-dessus d'une large dunette d'ardoise en forme de toiture surélevée, mansardée. Mais tout de suite à droite, une fois passé dessous la voûte, l'aqueduc nous guide par la rue de l'Abreuvoir jusqu'au bord du ruisseau, fréquenté de chevaux désharnachés, menés à la longe pour y tremper et boire. Quelques mètres avant d'atteindre la rive, quasiment encastré sous une arche,
L'on découvre, étonné, un joli porche finement sculpté et une façade aux larges baies vitrées datant de l'époque des arts renaissants. Sans aucun doute, une entrée qui fut la principale avant que Louis XIII et sa mère, il n'avait que 12 ans, ne viennent poser la première pierre de leur ouvrage à l'emplacement des vestiges de l'ancien pont romain, juste devant les fenêtres du manoir, emparant ce portail du fief des Arcs et d'Anjou, sans considération pour l'occupant. Déjà, la cohorte parisienne s'est égaillée en repassant sous les arcades. Certains franchissent le petit pont de pierre par-dessus la rivière, d'autres courent par les prairies parsemées de pâquerettes, remontant l'ancien bras mort à la recherche du coin d'ombre tranquille où il fera bon se poser sous les arbres en fleurs. D'autres, encore, flânent le long des berges du courant de l'eau vive. Ils longent les maisons des blanchisseurs aux airs de villas italiennes, avec leurs étages de façade en bois, toutes à claire-voie. Les jeunes gens restent groupés. Ils folâtrent à distance respectable, toutefois des demoiselles. Filles et garçons ont chacun leur côté remontant la grande rue de Cachan. Ils fredonnent. Certains chantent à tue-tête. La musique résonne dans les venelles comme tous les dimanches et fêtes sous les tonnelles ombragées du quartier des Guinguettes. Céline suit la rue empierrée, entre les vignes descendant du coteau et les méandres de la rivière légèrement en contrebas. Un couple de linottes amoureuses se pose près d'elle, sur le muret d'une treille, qu'elle longe du pas mal assuré de celle toujours bien incertaine que le destin l'ait enfin mis au creux du bon chemin. Un rouge queue noire file d'un bout du mur à l'autre, allant et revenant sans cesse, s'opposant à chaque extrémité pour lui lancer ses espiègles appels, des petits cris faisant comme un léger bruit de cresserelle qui ne gêne les deux amants perpétuels, face à face, sans bouger, plantés là à se contempler. Comment ne pas s'arrêter un moment à savourer l'instant présent? Tiens, mais c'est que c'est la Céline, qu'est-ce que vous faites donc là? Rose, quelle bonne surprise! Mais Rose, c'est vous qui aviez conseillé cette promenade. Alors voilà, je m'en vais au moulin. Vous m'envoyez ravi et vous rencontrez ici, quel plaisir! Que devenez-vous donc, gentille petite Rose? Moi, je longions chez mon maître à la fosse à l'eau, juste à côté du moulin. Je vous accompagne un bout de chemin? Les deux anciennes de la rue de Varennes s'en vont ainsi cheminer, se donnant des nouvelles. Après avoir été renvoyée de chez les Fashion World, Rose a trouvé à se faire engager chez un maître blanchisseur à la fosse à l'eau, près du moulin de Cachan. Elle ne se plaint pas du labeur, au contraire, même s'il est très dur, elle a la carrure. Mais toutes les filles ici font bien plus que la journée de 11 heures. Son petit ami, qui était inscrit au syndicat, il ne le taisait pas et prenait même de l'importance, a été chassé l'hiver dernier. Depuis qu'elle était arrivée pour se fréquenter, ils avaient dû se cacher. Lui ne voulait pas que l'on puisse reprocher à sa Rose de fricoter avec un syndiqué. Un jour de février, les gendarmes sont venus le chercher. Il n'est jamais réapparu. Depuis, dans toutes les blanchisseries, les journées ont été rallongées. Et Rose attend un bébé. Elle ne lui avait rien dit. Elle ne voulait pas l'embêter. Alors, à présent qu'elle est seule, elle ira jusqu'à ce que son maître ne veuille plus d'elle et se retirera tantôt chez elle, dans sa campagne ornaise,
Et quitte à nourrir son marmot avec 2 francs 6 sous, et surtout sans époux, elle n'a pas les moyens de lui payer quelqu'un. Comme beaucoup de pays aux mamelles de génisse, elle essaiera de vivre de son lait de nourrice. Elles ont marché jusqu'au moulin, abandonné, couvert de lierre. Depuis longtemps, sa roue se broie dans le silence et l'ombre d'un grand saule pleurant les pieds dans la rivière. Elles se sont partagées le déjeuner, assises sur l'herbe d'un talus, à contempler au loin, au-delà des pâturages, des labours et des prairies, les arches toujours présentes, barrant l'horizon, semblant d'ici courir à travers les herbages au milieu du bétail, au pacage, qu'il est encore dans les usages de réserver aux bouchers de Paris. Rose insista pour être son guide de randonnée d'après-midi. Céline était heureuse de cette compagnie. Elles empruntèrent des sentiers oubliés, bordés de viornes blanches, protégeant les vergers des haies de noisetiers pourpres, des charmilles en cépé bruissant de mésanges, et sur les coteaux, des sorbiers rouges en fleurs servant aussi d'appât aux oiseaux. Elles redescendirent sur les berges, dans l'ambiance débridée des guinguettes, s'arrêtèrent à la buvette, goûter de ce vin blanc, l'orgueil de Cachan, que l'on dit comparable à celui d'Argenteuil, d'un bouquet plus fin, rendant même plus joyeux, d'un degré supérieur au vin de pays de Bagneux. Remontant vers la route d'Orléans, elles passèrent la barrière, là où se doit d'acquitter l'octroi, sur toutes les marchandises, achetées du côté détaxé des guinguettes, ou de se faire rembourser dans le sens opposé. Autant dire qu'il est un moyen de se faire quelque argent pour les enfants courant à travers champs, évitant ainsi de régler ce droit de passage tant décrié et qu'ils empocheront, revenant par la route, évidemment. Plus elle s'élève, longeant la grande avenue jusqu'à la croix d'Arcueil, plus la vision plongeante à droite est belle, dans la vallée profonde, sous un ciel bleu ensoleillé sans nuages, le village encaissé, les aqueducs surplombés, enjambant la rivière serpentant, la voie ferrée en contrebas, et la plaine étalant ses prairies et ses terres de culture à l'abri des vents dominants, que l'on découvre par endroits, donnant des points de vue époustouflants. À gauche, de grands travaux préparent l'arrivée du tout nouveau chemin de fer à traction à vapeur sur route. Des voitures roulant sur des rails enfouis dans les pavés emporteront bientôt les voyageurs de la porte d'Orléans à Antony, on dit même Arpajon, avec une halte ici. Lieu dit la Croix d'Arcueil, face à l'emplacement de l'ancienne banlieue, une maladrerie où, il y a longtemps, mais tout le monde en parle comme si c'était hier, les lépreux étaient mis au banc à 1 lieue de Paris. L'heure est bien avancée. Sans plus se dire un mot, elles descendent la rue de la Montagne et rejoignent la gare par la rue Sainte-Catherine, dominant la voie et contournant la zone des marchandises. Devant le portillon, Rose y va de sa larme. Céline la prend dans ses bras, la serre un long moment, puis brusquement se retourne, file vers l'embarcadère, raide, le regard figé sur la locomotive entrant, freinant dans un crissement assourdissant, se précipite dans la première voiture et montée sur le marchepied, malgré elle, tourne la tête en direction de Rose, qui déjà remonte le chemin sans voir son geste de la main.